Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je vous propose de commencer. Bonsoir Alain. Nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle webconférence organisée par le Club Banque et Assurance de Neoma Alumni. Alors, cette session a vocation à être interactive, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions par écrit au fil de l'eau, de préférence via le module Q et R, qui nous permet de les traiter plus facilement que via le chat. Ce soir, en ce qui concerne vos questions, une seule restriction, nous vous demandons de ne pas poser de questions sur l'entreprise Société Générale, Alain n'étant pas autorisé à communiquer en direct sur la maison mère. Alors, en préambule, j'aimerais dire quelques mots sur le club et son actualité. En effet, donc l'équipe d'animation s'agrandit puisque Françoise Chauvet, Neoma 1983, donc qui est présente ce soir, nous a rejoint. Donc, elle a exercé plus de 20 ans au sein du Crédit Lyonnais, puis de CACIB à Paris, à Francfort, notamment dans le domaine des financements structurés, avant de s'expatrier à Hong Kong puis à Rome. Donc, nous te souhaitons la bienvenue parmi nous, Françoise, et te disons déjà merci pour toute l'aide que tu nous apportes. Je voudrais également profiter pour rappeler rapidement à notre audience les objectifs de ce club Banque et Assurance Neoma Alumni. Alors, le premier objectif, c'est de rassembler tous les diplômés et étudiants de Neoma Business School, quel que soit le programme qu'ils ont suivi et leur promotion, qui évoluent ou souhaitent évoluer dans le secteur de la banque et de l'assurance. C'est également donner à chacun l'opportunité d'entretenir et de développer son réseau professionnel. Le deuxième objectif, c'est d'animer une communauté, d'organiser des événements variés qui vont favoriser les échanges et le partage d'informations. Donc, c'est par exemple le webinaire de ce soir. Ça peut être des after-work, donc nous en avons organisé un la semaine dernière, ou des déjeuners, des dîners, etc. Et puis enfin, le dernier objectif, c'est d'être visible et de contribuer activement à la force du réseau Neoma, donc via tous les clubs existants. Alors, sachez également qu'il existe un groupe LinkedIn dédié au club Banque et Assurance Neoma Alumni qui rassemble aujourd'hui près de 1800 membres. Alors, si vous n'êtes pas encore membre, le lien est affiché à l'écran et on va également vous le poster via le chat. Donc, nous vous incitons à le rejoindre, sachant que tous les membres peuvent y publier des posts pour faire vivre le groupe. Et vous pouvez également nous aider à faire croître ce groupe en invitant vos connexions Neoma Alumni qui évoluent dans le secteur de la banque ou de l'assurance. Et puis enfin, nous vous encourageons à être acteurs du club. Si vous souhaitez vous aussi rejoindre l'équipe d'animation, intervenir lors d'une conférence, communiquer sur un sujet qui vous passionne, n'hésitez pas à nous contacter, soit via LinkedIn, soit via l'email générique du club qui est affiché à l'écran. Alors, après ce préambule, revenons au thème de notre conférence et à notre invité. Alors, après le succès de la première intervention d'Alain Bokobza au sein du club il y a 16 mois maintenant, nous avons le plaisir de le recevoir à nouveau pour un deuxième épisode. Bonsoir Alain et merci infiniment pour votre présence ce soir. Bonsoir Nathalie. Alors, je rappelle que vous êtes Neoma 1985, vous êtes actuellement directeur de recherche et responsable de l'allocation d'actifs mondiale au sein de Société Générale CIB. Votre équipe de recherche, donc une soixantaine de chercheurs basés aux quatre coins du monde, a obtenu la place de numéro 1 mondial dans le prestigieux sondage Institutional Investor depuis 12 ans dans son domaine, devant toutes les grandes banques d'affaires américaines. Elle conseille une grande variété de clients internationaux tels que des États, des fonds souverains, des banques privées, des hedge funds ou encore des PDG du CAC 40. Et par ailleurs, vous êtes également maintenant responsable Invest Without Carbon au sein de Société Générale CIB, thématique que nous aborderons ce soir également. Alors, Alain, nous étions quittés donc début 2021, après une année 2020 qui avait été marquée par une pandémie mondiale inattendue et une crise économique inédite, mais aussi par des plans de soutien gouvernement massifs et à l'époque, une politique monétaire qui se voulait toujours plus accommodante, portant le montant des dettes mondiales à des niveaux jamais atteints.
Alors, à présent, nous sommes mi-2022. Depuis quelques mois et plus particulièrement depuis quelques jours, les marchés financiers sont entrés dans une zone de très forte turbulence avec l'accélération de l'inflation qui dépasse aujourd'hui 8% des deux côtés de l'Atlantique et qui constitue la préoccupation numéro un de la BCE et de la Fed, avec également le resserrement des politiques monétaires des deux côtés de l'Atlantique, mais aussi les tensions géopolitiques et les confinements à répétition en Chine. Alors, on peut dire que l'économie mondiale est confrontée à de violents vents contraires entre les problèmes persistants de chaînes d'approvisionnement, les inquiétudes concernant l'approvisionnement énergétique en Europe et l'augmentation des coûts de financement. Par ailleurs, le monde change, de nouvelles variables s'invitent également au débat, telles que la finance durable et les politiques de décarbonation de l'économie. Alors, dans ce contexte, Alain, pouvez-vous nous aider à décrypter ce nouvel environnement? Est-on entré dans un nouveau chapitre? Face aux nombreuses incertitudes, est-il encore possible de faire des prévisions ou a-t-on perdu tout repère? Comment naviguer dans ce contexte? Quelle allocation d'actifs privilégiée? Et puis, nous serons également intéressés de savoir comment concrètement on peut lier les objectifs de décarbonisation de l'économie et l'allocation d'actifs. La parole est à vous. Donc, ça nous fait un ordre du jour plutôt riche, Nathalie, et c'est vrai que tout ça est complexe, et on ne va pas en rester là, parce qu'une fois qu'on a dit que c'est complexe, on a fait des grandes écoles, c'est aussi pour gérer la complexité et pour naviguer à l'intérieur de cet univers. Pour être honnête, la plus belle des questions, est-ce qu'il est encore possible de faire des prévisions dans ce type d'environnement? Sur les blogs d'économistes, ça circule en ce moment, en disant tous les économistes de la planète, des banques privées, des instituts de recherche fondamentaux, des milliers d'économistes qui travaillent pour les grandes banques centrales et les instituts supranationaux, tous se sont complètement plantés depuis 2 ans, 3 ans sur l'éclosion d'un nouveau régime d'inflation. Tous. Donc, il y a beaucoup de bashing dans le monde des économistes. Moi, je me sers d'économie, j'ai des économistes temps plein chevronnés, mais je joue avec eux. Et en tout cas, un des enseignements qu'on peut apporter quand on essaie de naviguer comment placer du capital, quand on gère une entreprise, comment protéger le capital, comment protéger le bilan, on navigue toujours dans un monde incertain. Et si on peut écouter des experts, il faut toujours écouter, juger, avoir du bon sens. Et c'est pas parce qu'un expert a parlé que c'est la vérité, au même titre que quand vous m'écoutez. Si un peu plus tard, quand on entame le jeu de questions-réponses, vous n'êtes pas du tout d'accord avec un des propos, une des convictions que j'ai cherché à vous faire partager, je n'en prendrai pas ombrage. Ça m'arrive de dire des bêtises, d'une part, et puis j'ai pas tout le temps raison. En revanche, ce qui est important, c'est d'avoir une approche ceux qui font des placements qu'on appelle décorrélants, c'est-à-dire qu'on ne met pas tous les œufs dans le même panier. Donc, si on a tort sur une idée, on n'est peut-être pas tort sur toutes les idées. Et puis, donc, d'aller fouiller de l'originalité, de sortir des sentiers battus, parce que c'est ça aussi qui fait qu'on est numéro 1 mondial dans le conseil en gestion d'actifs. Non pas qu'on est plus intelligent, on a face à nous des équipes chevronnées chez Goldman Sachs ou Bank of America, ou chez Deutsche Bank ou UBS, voire même BNP, mais on est les originaux, où on raisonne un peu différemment, et ça c'est mon profil. Neoma m'a permis d'être créatif et je le suis resté depuis. Donc oui, il est encore faire possible des prévisions, mais tout en restant modeste sur le fait qu'on ne prend pas pour argent comptant les prévisions de ceux qui nous aident à réfléchir. Et vous regardez dans l'allocation d'actifs qu'on publie officiellement pour ceux qui payent nos recherches, les obligations, en gros, ça a perçu 10% en prix depuis le début de l'année, les actions 15%. L'allocation d'actifs qu'on a proposée, elle est à -4%. Je ne peux pas être fier d'avoir fait perdre de l'argent à ceux qui nous ont suivis, mais on n'est que à -4, entre guillemets, que -4. C'est quand même une allocation d'actifs qui a été quelque peu robuste. À partir de là, en introduction, j'aimerais présenter 4 idées.
fait 4 seulement, comme ça, j'espère derrière que ça laisse la place à l'échange et aux questions. À vos questions. Première idée, depuis le début de la pandémie, on a vécu trois chapitres, on est dans le 3e, depuis un moment. Premier chapitre, c'était après un premier trimestre 2020 terrible, un ouragan gigantesque, économique, financier, crise de liquidité. On avait un territoire dans lequel les actifs dérisqués, les actions, les obligations privées, on avait le cours du pétrole négatif, ce qui est quand même exceptionnel. Des actifs risqués qui étaient bradés, comme rarement. Parfois, on voit la braderie. Et là, on avait des actifs bridés dont personne ne voulait, à un moment où les politiques économiques montraient une volonté explicite de refléter le système, de faire qu'on injecte des budgets et on injecte des politiques monétaires à coût de milliers de milliards de dollars. La configuration était adorable. C'était un moment exceptionnel pour mettre du capital en risque. Le deuxième chapitre, donc le prix des actions a beaucoup monté, le prix des spreads de taux a beaucoup baissé, les matières premières ont commencé à se redresser. Le deuxième chapitre, il était au début de l'été 2021. Les mêmes économistes qui nous conseillent, moi je joue un rôle d'économiste, mais avant tout je suis un homme de marché, c'est là où j'ai fait ma carrière, et je continue de la faire. Les mêmes économistes qui nous disaient, après le premier trimestre 2020, que même si ça redémarrait, les économies, finalement les cicatrices seraient tellement profondes, il y avait tellement de dettes de partout qu'on n'arriverait pas à vraiment redémarrer. On n'arriverait pas. Et les mêmes économistes, quand on était à l'été 2021, quand la croissance américaine en PIB annualisé était autour de 8% déjà, quand on prenait le dernier trimestre annualisé, disait qu'on était toujours en phase d'accélération. On parlait de la première économie mondiale qui avait bien réagi aux injections, qui tournait à 8% annualisé. On ne parle pas du Ghana, là, on parlait des États-Unis. C'était des rythmes exceptionnels qui, pour nous, étaient un pic de croissance. À partir de là, ça a commencé à décélérer. Ce n'est pas une récession, mais ça a commencé à décélérer. Donc, dans ce deuxième chapitre qui s'est ouvert au début de l'été 2021, il y avait beaucoup d'anticipation de personnes qui avaient été surpessimistes au tout début 2020, qui étaient devenues complètement fous en disant que ça pouvait continuer d'accélérer. On a arrêté d'accélérer à partir de ce moment-là, voire même la Chine a commencé à décélérer très violemment pour faire un 2021 qui était catastrophe. Alors, la deuxième économie mondiale dont on parle là. Et sur les 3 et 4e trimestres est venu s'inviter le thème de l'inflation, où dans le débat entre est-ce que cette inflation qui avait déjà commencé à monter était temporaire ou permanente, on a eu un nouvel équilibre dans lequel on mettait graduellement un petit peu moins de temporaire et un peu plus de permanent. On n'était pas encore sur les chiffres que Nathalie vous avez évoqués tout à l'heure à 7 ou 8, mais on voyait que les chiffres d'inflation tous les mois, ils montaient et c'était désagréable. Ensuite, donc ça c'est le deuxième chapitre. C'est un chapitre dans lequel il y avait beaucoup de belles prévisions de croissance intégrées, dans lequel les prix des actifs risqués avaient déjà bien monté et où les prévisions de croissance baissaient quand les chiffres d'inflation commençaient sérieusement à monter et on avait déjà des doutes sur la croyance aveugle des banques centrales et de la plupart des économistes sur exclusivement le côté temporaire de l'inflation. Le troisième chapitre, c'est celui qui a commencé au premier trimestre 2022. On a eu de la chance dans les recommandations, puisqu'en novembre dernier, 2021, on a recommandé de dérisquer les portefeuilles pour ceux qui font de l'investissement, donc de réduire très très fortement le profil de risque, donc d'aller se planquer, d'aller planquer le capital autant que faire se peut, parce qu'on avait la conviction qui s'est déroulée. Parfois, on développe des convictions, on se rate complètement, et puis ça finit avec des mauvaises idées. D'autres fois, c'est meilleur. Mais on avait développé la conviction que comme l'inflation était moins temporaire que prévu et plus permanente que prévu, on n'avait évidemment pas prévu la guerre et son déclenchement le 24 février, mais la guerre n'a fait que renforcer des pressions qui existaient déjà, qui deviendraient irrésistibles pour les banques centrales.
Et ce qu'on a depuis le début de l'année, c'est une configuration qu'on a pu déjà connaître dans les années 70 et 80. Donc, seuls ceux qui ont quelques cheveux blancs, dont je fais partie maintenant, se souviennent quelque part, parce que moi, je suis arrivée dans les marchés après cette période-là, mais juste après, donc c'était encore frais dans ceux qui m'ont mentoré, dans ceux qui m'ont éduqué dans le métier. Les plus jeunes d'entre nous n'ont connu l'inflation que dans les livres qu'on apprend dans les écoles. Donc cette période qu'on connaît, on est passé de débats sur la nature et la quantité d'inflation vers une période où les banques centrales cognent. Je n'ai pas d'autres mots, je peux la faire un peu plus littéraire ou un peu plus académique, mais elles sont très très en retard sur ce qu'elles auraient dû faire depuis bien longtemps, c'est-à-dire qu'elles doivent normaliser et détricoter en gros tout ce qu'elles ont fait depuis 2 ans, et ça va tellement vite que les marchés obligataires n'aiment pas. Et quand les taux d'intérêt montent, eh ben, on a ce qu'on a appris à l'école, c'est-à-dire un processus de compression des valorisations des marchés d'actions. Certains appellent ça des PER. Les taux montent, les PER baissent, et donc on perd sur les actions et sur les obligations. C'est la configuration qu'on a dans le 3e chapitre. Donc pour nous, c'est désagréable d'être dans des marchés où on gagne de l'argent, mais ça nous paraît parfaitement rationnel. Et la rationalité est importante parce que quand les marchés ont des comportements irrationnels, on va les récupérer. Et là, on va activer des stratégies actives ou des recommandations en disant, tiens, cet actif-là, il fait n'importe quoi, et on va le prendre à contre-pied. Soit on va le vendre, soit on va l'acheter. Mais pour l'instant, je ne vois rien d'anormal dans le comportement. Ce 3e chapitre est très désagréable. Et on est loin d'avoir fini ce 3e chapitre. Si certains d'entre vous étaient rentrés optimistes, vous allez l'être un peu moins après m'avoir écouté. Voilà, donc ça c'est ma première idée. Après, on peut ouvrir le débat sur c'est quoi le 4e chapitre, combien de temps ça va durer, quels sont les potentiels de perte, mais je laisse ça dans les jeux de questions-réponses par rapport à ce dont vous voulez débattre. Deuxième idée, dans la toile de fond des marchés, on a affaire à une crise géopolitique profonde. Et quand la géopolitique s'invite dans des pays ou des régions qui produisent et exportent des matières premières, en général, il y a un impact sur les marchés. On a connu de multiples crises géopolitiques qui impliquaient des pays qui ne sont pas producteurs ou exportateurs de matières premières. Dans les marchés, tout le monde s'en contrefout. Non pas qu'on ne regarde pas, non pas qu'on ne lit pas, non pas qu'on ne s'intéresse pas, mais la géopolitique n'interagit avec les marchés que quand la production, en l'occurrence d'hydrocarbures, est en jeu. Et là, c'est le cas ô combien. 40% de la consommation de gaz en Allemagne, première puissance économique européenne, 3e puissance mondiale, viennent de Russie, 25% du pétrole. La France est complètement marginale dans ses importations en provenance de Russie. Je répète, 40% du gaz consommé en Allemagne vient de Russie, 25% du pétrole. Et dans cette géopolitique, il faut s'étonner du fait que depuis la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne a fait un sans faute. Chaque fois qu'il y avait des coups à prendre dans une crise ou l'autre, combien de crises il y a eu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, disons, l'Allemagne a toujours fait les bons choix. Industriels, monétaires, financiers, ils ont des excédents, ils ne savent plus quoi en faire. Et puis dans cette crise que nous vivons depuis le début de l'année, ils ont tout faux, et juste tout faux. Quand la France n'a cessé depuis 1945 de dépenser dans son armée, avec une armée qui n'est jamais à la hauteur de ce qu'il pourrait être, mais on a une vraie armée avec des vraies armes et des vrais guerriers et des vrais militaires. L'Allemagne, on s'est rendu compte qu'ils avaient des avions de guerre qui avaient plus de 30 ans. En gros, ils jouent aux billes quand les autres envoient des missiles nucléaires et des missiles supersoniques. Avant d'envoyer nucléaires, ils envoient pour l'instant des missiles supersoniques. Mais les Allemands, ils jouent aux billes. Ils viennent d'annoncer de faire voter au Bundestag, donc le Parlement allemand, 100 milliards d'euros, je répète, 100 milliards d'euros d'investissement pour moderniser leur armée. 100 milliards d'euros immédiatement. Ça fait 40 ans qu'on n'a pas entendu les Allemands dépenser de telles sommes sur un temps aussi court.
Ils n'ont rien trouvé mieux que d'acheter des F-35 américains, mais je laisserai cette boutade de côté pour l'instant. Mais c'est sans doute les seuls qui sont capables de produire. L'industrie française n'est pas capable de produire des Mirages à ces vitesses-là. Et d'autre part, là où l'Allemagne a tout faux, quand la France a fait des choix nucléaires, 70% des sources d'énergie électrique en France viennent du nucléaire, 23% des énergies renouvelables, dont l'hydraulique. On a des grands fleuves qui sont bien exploités en France. Donc vous avez 70 plus 23, je vous sais tous forts en maths, c'est une énorme proportion des sources d'énergie en France pour produire de l'électricité qui sont à zéro carbone. Tu posais la question tout à l'heure du carbone. Quand l'Allemagne, en 2011, a décidé d'arrêter le nucléaire sous Merkel, après Fukushima, en avril 2011, pour faire du gaz russe et faire du charbon, qu'on appelle le lignite de la Ruhr, qui est accessoirement principalement le charbon le plus polluant de la planète en matière de génération de gaz à effet de serre. Ça, c'est la politique énergétique de l'Allemagne sous Merkel. Tout le monde loue les talents de Mme Merkel, et on en a vu beaucoup, mais sur le plan militaire et sur le plan de la politique énergétique, un zéro pointé quand la France a tout bon. De temps en temps, ça peut faire du bien de faire ce test entre la France et l'Allemagne, où ça fait 40 ans qu'on a tout faux parce que l'environnement était tel qu'il était, mais on voit que les rapports de force peuvent changer très vite quand on a en franglais, on appellerait ça des game changers, des ruptures dans l'économie, et évidemment la guerre en est une. Ça, c'était la deuxième idée. On peut bâtir plein d'idées à partir de là, comment on évite de perdre de l'argent, ou comment on peut gagner de l'argent à partir de là. Mais rendons-nous compte que l'Allemagne touchée peut être lue soit comme une mauvaise nouvelle, en disant mince alors, l'Allemagne a été un ancrage de démocratie, quand nous, en France, on est attaqué par les extrêmes, en Italie, ils ont tout ce qu'il faut, en Angleterre, ils ont le Brexit. Donc on voit, pour les pays qui sont proches de nous, la complexité des forces populistes et extrêmes qui se développent, quand l'Allemagne n'a pas d'extrême. Hein. Le parti d'extrême gauche et le parti d'extrême droite néo-nazi ont chacun moins de 10% des voix aux dernières élections. Donc ça n'existe pas, c'est un ancrage de démocratie. Donc souhaitons qu'il ne se fasse pas déstabiliser. L'Allemagne a pu se faire déstabiliser en 1933, 1934. Et deuxièmement, on peut se poser la question en sens inverse, en disant est-ce que ce n'est pas une partie de la solution? En disant beaucoup des problèmes qu'on a connus depuis trop longtemps en Europe sont dus au fait que l'Allemagne est arrogante, en disant ils ont tellement d'excédents qu'on fait de l'austérité tout le temps et finalement on n'arrive pas à construire. Pour croire en son avenir, il faut investir, et investir aussi dans les armées et investir aussi dans la transition énergétique. Donc là, il y a des enjeux. Une fois que le président français nouvellement élu aura fait son casting au Parlement, qu'il aura trouvé une forme de majorité absolue ou relative, il aura fait son casting, on sera en juillet, en août, tout le monde part en vacances. Donc la rentrée va être intéressante sur l'agenda européen, de savoir si Macron, qui est très européen, va arriver à faire bouger l'Allemagne sur les lignes dans le pilotage de l'Europe, avec des critères qui sont différents de ceux qu'on a connus depuis 40 ans, qu'on fasse structurellement un peu moins d'austérité et un peu plus de dépenses constructives pour demain. C'était la deuxième idée. Troisième idée, l'inflation. Je ne vous vois pas, on n'est pas en conférence présentielle, je ne connais pas votre moyenne d'âge, j'espère qu'elle est avec une dispersion très importante. Mais pour les plus jeunes d'entre vous, l'inflation, c'est quelque chose que vous avez étudié à l'école. Je me souviens, quand j'ai été au Brésil pour le travail, je suis conseiller des dirigeants du pays, des dirigeants de la Banque centrale. C'était il y a milieu des années 80. Une blague circulait dans un pays où il y avait de l'hyperinflation. 8%, c'est du ridicule, ils étaient à plus de 100%. Vous êtes à une terrasse de café, au bord de la mer, il fait beau, vous êtes au Brésil. Hein. Vous commandez votre bière, il fait frais, vous avez envie de boire un peu. Vous commandez votre bière, et vite, garçon. Parce qu'en régime d'hyperinflation, à 5 minutes près, vous avez quelques pourcents de prix en plus. Ça, c'est l'inflation. Aucun d'entre nous n'a connu ça en vivant en Europe. Les Allemands se souviennent d'apporter des brouettes dans la République de Weimar pour acheter leurs saucisses, et ça a laissé des traces jusqu'à aujourd'hui chez les dirigeants allemands. Donc, l'inflation, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau.
Nathalie posait la question tout à l'heure, est-ce que dans cet environnement, il est encore possible de faire des prévisions? Et on peut se poser la question, qu'est-ce qui est nouveau et qu'est-ce qui ne l'est pas? L'inflation, il n'y a rien de nouveau. C'est connu, on sait paramétrer. Moi, je ne sais pas prédire l'inflation, les économistes, ils ne savent pas prédire l'inflation, donc je ne paramètre pas les stratégies d'investissement en fonction du chiffre prévisionnel d'inflation par mes propres économistes, c'est bien depuis le Chili, c'est très très bien. Mais on peut faire des regards sur l'Amérique latine, c'est pas inintéressant en ce moment, à un moment donné. L'inflation, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a vraiment rien de nouveau parce qu'on a déjà connu des cycles d'inflation, et non pas là qu'au XXIe siècle ou au XXe siècle, mais on a de l'histoire économique sur des paramètres très lourds comme ça, hein, de type croissance, inflation, niveau des taux d'intérêt. On a des statistiques sur les actions américaines sur le S&P 500 depuis 1871. Donc là, moi, j'ai un échange avec le laboratoire de recherche de Yale University, où il y a un prix Nobel d'économie qui s'appelle Robert Shiller, qui est un des laboratoires de recherche en finance fondamentale. Lui, il fait de la R&D. Mais on a un échange avec lui, il adore parce qu'on lui casse les pieds sur ces séries qui sont fausses. Quand on va les fouiller un peu, ils sont académiciens, mais on ne l'est pas. Mais on a des séries depuis 1871, donc on arrive à modéliser comment le prix des actions réagit par rapport à des cycles d'inflation et combien on en a connu depuis. Si on a un horizon depuis 10 ou 20 ans, on ne voit rien parce qu'il n'y a pas eu d'inflation depuis 20 ans. Et par rapport à cette inflation, ce qui va nous importer encore plus que de ne pas arriver à prédire l'inflation. L'inflation, si on faisait un test auprès de vous tous et que je vous demandais, écrivez-moi en 3 lignes ce qu'est l'inflation, je pense qu'on aurait autant de définitions de l'inflation que de réponses. Point. L'inflation, c'est quelque chose de précis, et à la fois c'est n'importe quoi, parce qu'il y a... vous allez à l'INSEE, vous demandez ce que c'est que l'inflation, il y a 50 paniers, il y a des paniers de la ménagère, il y a des paniers industriels, il y a les paniers hors énergie, il y a les paniers hors tabac, il y a plein de chiffres d'inflation partout, et il y a l'inflation pour des économistes, il y a l'inflation cotée désormais, il y a plein depuis les années 2000, on a des obligations liées à l'inflation, et on arrive à démembrer dans les prix de marché ce qu'on appelle des break-even d'inflation, c'est-à-dire de démembrer une obligation à taux nominal entre des taux réels et des taux d'inflation. Un taux nominal d'une obligation d'État, par exemple, est la résultante d'un taux réel qui correspond à la croissance réelle attendue d'un pays, un PIB réel, plus des anticipations d'inflation, qui elles sont cotées désormais, plus des primes de risque pour volatilité sur des actifs à duration longue. Je ne veux pas trop la faire technique, mais il y a aujourd'hui, dans ce qu'on appelle l'inflation, c'est coté et ça se traite au-delà des prévisions des économistes. Donc ça, c'est 2 agrégats qui n'ont rien à voir, qui ne sont pas nécessairement corrélés. Les anticipations d'inflation ont plutôt baissé récemment alors que les chiffres d'inflation ont monté. Donc ça, c'est des observations sur la modernité de ce qu'on appelle l'inflation, parce qu'elle est cotée, c'est un concept qui est coté et on peut le juger et on peut gagner ou perdre de l'argent dessus. Et à côté de ça, toujours dans cette 3e idée, il y a la réaction des dirigeants politiques et monétaires à l'inflation. On a vécu une période assez longue, depuis quelques trimestres, dans laquelle les chiffres d'inflation n'arrêtaient pas de monter, avec des dirigeants monétaires qui s'en foutaient. Vous me pardonnerez de parler un peu crûment, mais en disant oui, on la voit monter, mais tout est temporaire. Et puis là, coup sur coup, entre le président de la Réserve fédérale, Powell et la présidente de la Banque centrale européenne, ils sont venus faire des déclarations officielles en disant excusez-nous, tous nos modèles se sont fait exploser on a eu tort sur nos prévisions d'inflation, donc on corrigé le tir. Et donc ce qu'on appelle le policy mix, la politique économique, est en train de changer. Et donc pour être plus restrictif, parce que les banques centrales, la BCE qui a été créée en 1999, dans le traité qui a constitué la BCE, ils ont comme mandat exclusif de contenir l'inflation sur des régimes bas, c'est tout autant d'éviter une inflation négative que des régimes élevés. Donc là, ils ont failli leur mandat. Ils ont un mandat unique et ils ont failli leur mandat. C'est quand même embêtant. Si vous avez dans votre métier un mandat et que vous êtes en défaut de délivrance de qualité dans la délivrance de ce mandat, vous êtes quand même
sur la sellette. Là, c'est l'effet du troisième chapitre dont on parlait tout à l'heure. Les banques centrales sont en mode panique, parce que si la Réserve fédérale a un double mandat, qui est un mandat de contenir l'inflation sur des régimes bas et d'assurer le plein emploi, le plein emploi, il est là, mais malheureusement, il y a de l'inflation. Donc, ils ont failli sur un des deux mandats qu'ils ont. Voilà, donc ce qui va nous importer, c'est à la fois d'être modeste sur les prévisions d'inflation. Des fois, on va être extrêmement agressif, j'allais presque dire arrogant, sur la qualité des outils et des modèles qu'on développe qui vont nous donner des signaux qui sont extraordinaires et qu'on va exploiter pour acheter ou vendre. Et de temps en temps, on va se la faire très modeste. Et puis, on va essayer de naviguer par rapport à ça. Le troisième chapitre, c'est un chapitre explicite dans lequel les banquiers centraux nous disent qu'ils vont cogner contre l'inflation. Et on avait une déclaration extraordinaire il y a un peu plus d'un mois du banquier central britannique, Bailey, qui disait « Oui, je sais qu'il y a des prévisions de récession en 2023 dans mon pays, qui est en plus Brexit, mais c'est pas grave, j'ai tellement d'inflation, je suis tellement en retard sur ce que j'aurais dû faire que de toutes les façons, je dois continuer à monter mes taux. » C'est intéressant comme débat, de voir qu'il est coincé parce qu'il a un mandat unique, une banque centrale indépendante, qui est de juguler le cycle d'inflation et parfois au détriment de la conjoncture, et ça va être au détriment de la conjoncture. C'était ma troisième idée, de voir un peu que l'inflation, tout le monde en parle et on ne sait pas très bien ce que c'est, même si on a fait une grande école, parce qu'il y a plusieurs regards qu'on peut porter, il y a beaucoup de bêtises qui sont dites dessus, vous autorisez la chose, donc on peut creuser un petit peu pour apaiser la technicité et essayer de la capter, et puis ce qui va nous apporter aussi, c'est comment les acteurs décideurs, les entreprises, les dirigeants monétaires, les dirigeants fiscaux, comment nous, particuliers, parce que là, on se fait grignoter le pouvoir d'achat, comment on va réagir au fait que après les hausses de prix et de tarifs dans certains produits, on a moins de revenus disponibles, et comment on va adapter nos comportements au fait qu'on se fait grignoter. Vous avez vu dans l'élection française que, en l'espace de quelques trimestres, la thématique de l'immigration, la thématique un certain nombre de thématiques sont passées au second plan, sans citer les autres, du pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat est la première préoccupation des Français, des Allemands, des Italiens, des Américains, de partout dans le monde. Donc c'est la réaction à ça qui va nous importer pour faire des prévisions sur le prix des actifs. Et en ce moment, on est au troisième chapitre, ça cogne. Quatrième idée, plus personne aujourd'hui ne peut revendiquer un poste de direction d'un État, du Conseil des ministres, en France ou à l'étranger, ne peut revendiquer un poste de direction d'entreprise, de gestionnaire d'actifs privés ou publics, sans appliquer un regard extra-financier. On ne fait plus que de la finance, on fait aussi de l'extra-financier. C'est un monde nouveau dans lequel ce n'est pas désagréable de se dire qu'on peut contribuer à une planète meilleure, tout en provoquant une distorsion dans l'allocation du capital. Qu'on soit un chef d'entreprise pour allouer les investissements futurs, les recrutements futurs dans d'autres directions, ou quelqu'un qui va gérer un capital privé au public pour allouer à des acteurs économiques cotés sur les obligations, sur les actions, ça peut être des États aussi, mais qui font des efforts pour que la planète demain soit meilleure. Donc plus personne ne peut faire abstraction de ces critères extra-financiers qui ont le côté désagréable de ne pas être normés. Si, pour ceux qui font de la finance d'entreprise, quand vous regardez la comptabilité des entreprises, il y a des règles comptables, qu'on appelle les IFRS, qui ont été normalisées entre l'Europe et les États-Unis. Donc, c'est des règles comptables en disant un EBITDA, c'est un EBITDA et ça se calcule comme ça. Aujourd'hui, dans l'extra-financier, il y a les 3 lettres ESG, dont je suis sûr que vous avez entendu parler, donc les règles d'environnement, les règles sociales et de gouvernance, où les agences de notation sont toutes américaines, c'est assez intéressant. Donc ce sont des gens basés à New York, dans le fin fond des États-Unis, qui vont normer ce qu'est une bonne gouvernance d'une entreprise. Vous voyez que là, c'est le français qui va rentrer en révolution. C'est pas par hasard que je suis numéro 1 mondial, parce que je vais puncher ces agences pour avoir d'autres critères, on les normer différemment. Quand vous avez des critères d'environnement aux États-Unis
où ils continuent d'accélérer l'exploitation des pétroles de schiste. Ça peut être intéressant de voir qui est sur des bonnes normes environnementales et entre le social et la gouvernance. Combien de fois, quand je vais conseiller des très grands fonds américains, notamment des fonds publics, des fonds de pension, mais pas de fonds souverains aux États-Unis, ils nous disent qu'ils ont du mal à investir en Chine à cause des droits de l'homme, à cause de la problématique des Ouïghours. Et je pense que vous avez, comme moi, suivi l'actualité récente où la Cour suprême des États-Unis va retirer le droit des femmes à avorter aux États-Unis, sans rentrer dans des débats qui sont inutiles ce soir. Mais il y a les droits de l'homme en Chine, il y a peut-être les droits des femmes aux États-Unis qui est en cause. Est-ce qu'on investit dans un pays ou dans une démocratie dans lequel les droits n'ont plus de femmes d'avorter? Je sors du débat sociétal, que je ne souhaite pas lancer ce soir entre vous et moi, mais pour moi, c'est des débats qui sont au même niveau. Et donc, dans l'extra-financier, on est en manque de normes. Quand on va juger c'est quoi une société qui a une bonne gouvernance sur ses critères environnementaux ou une bonne gouvernance tout court, on a besoin, à mon avis, de normes beaucoup plus solides que ce qu'on a aujourd'hui. Ça laisse place soit de la créativité, c'est ce qu'on essaie de faire dans notre département de recherche, où c'est moi qui ai lancé à l'époque, ça s'appelait l'ISR, Investissement Socialement Responsable. Aujourd'hui, on a une très grosse équipe et on est un des leaders européens. Mais ça ouvre la porte aussi à ce qu'on appelle du greenwashing, c'est-à-dire des acteurs qui revendiquent des stratégies de gestion d'entreprise ou des gestions du capital qui sont vertes et en appliquant des critères qui ne sont pas scientifiques. Et ça peut affecter le risque de réputation si des ONG, si des régulateurs venaient à regarder un petit peu de l'intérieur ce qui se faisait, pour ceux qui mentiraient à ne faire que de la communication et non pas la réalité de l'extra-financier. Et tout dernier point dans l'extra-financier, si il y a quelque part une pause dans ce qu'on appelle l'ESG, parce que c'est allé trop vite et qu'il y a besoin de normes, donc tout le monde en fait. On ne peut plus prendre une décision dans les entreprises aujourd'hui sans aller mettre face à face comment ça affecte les règles environnementales, la politique sociale ou la gouvernance d'une entreprise. Pareil pour ceux qui gèrent du capital, qu'ils soient privés ou publics, des fonds de pension, des hedge funds ou des gestions privées. Mais il y a une autre fibre en parallèle qui se développe très vite, qui elle est scientifique. C'est la fibre que Nathalie évoquait tout à l'heure sur la décarbonation de tout. En disant, vous avez beau avoir une merveilleuse gouvernance d'une entreprise, si l'air que nous respirons devient irrespirable, c'est même pas la peine d'avoir une bonne gouvernance ou une bonne politique sociale, parce qu'on ne pourra plus respirer. Et la planète, elle ne pourra plus être vivable. Donc, dans le sens des priorités, vous voyez comme moi, depuis la COP 21, décembre 2015 à Paris, ce qu'on appelle les accords de Paris, il y a une accélération de l'histoire. Entre 97, sans refaire l'histoire de la planète sur le plan de décarbonation, protocole de Kyoto, il y avait tous les grands pays de la planète, c'était une grande avancée, sauf les deux plus grands pollueurs de la planète, c'est 50% des générations de carbone qui étaient les États-Unis et la Chine. Donc, l'énorme avancée politique qui a eu lieu en décembre 2015 dans les accords de Paris, c'est que tous les grands pays, y compris la Chine et y compris les États-Unis, ont signé. Et en ce moment, on est avec les COP 26, surtout celle qui a eu lieu en Écosse, dans un travail qui est beaucoup moins théorique, de cadrage et comment ça se passe. Tout l'aspect scientifique a été fait par des rapports du GIEC qui sont merveilleux. Pour ceux qui me diraient qu'ils ont lu le rapport du GIEC, je vais vous challenger parce que ça fait 7243 pages, le dernier qu'ils ont publié à l'été 2021. Donc oui, que vous ayez lu la synthèse de 35 pages, mais c'est de la recherche scientifique, de la recherche académique. Et quand nous, on va fouiller un thème, on va prendre un chapitre qui va faire 50 pages, et dedans, il y aura toutes les connaissances scientifiques connues à ce jour, au moment de la publication, et ça aide tout le monde, sauf les hommes dessus. Et si vous aviez autour de vous des gens qui vous friment un peu en disant « Ouais, rapport du GIEC, j'ai tout lu, j'ai tout compris vous pouvez, moi je les challenge, ça m'arrive de temps en temps, si vous pouviez éviter, ça fait partie du greenwashing aussi. Donc, je ne dis pas qu'on connaît tout, mais on avance sur des bases science-based. Tout l'environnement du carbone et de la décarbonation, ce sont des domaines connus qui sont normés. Si vous me donnez votre style de vie, je peux vous dire combien de tonnes de carbone vous allez générer par an.
quelques kilos près. En gros, un individu, ça produit, suivant son mode de vie, entre 7 et 15 tonnes par an de carbone. Moi, dans ma carrière, j'ai été un très grand voyageur parce que j'ai des clients partout dans le monde. J'ose même pas imaginer mon bilan carbone. Donc, j'essaie de me racheter un petit peu. Voilà, donc dans l'extra-financier, quatrième idée, vous avez deux grandes familles. Il y a la famille de l'ESG, qui est beaucoup plus avancée et peu normée. Donc, elle me pose problème parce que moi, j'aime bien les approches scientifiques. Le doigt mouillé et croyez-moi sur parole, je suis un expert, j'ai passé l'âge. Et l'approche de décarbonation en disant si la planète n'est pas respirable et s'il fait, là on a eu le mois de mai le plus chaud depuis trop longtemps, juin s'annonce pas froid, cette semaine en tout cas ça s'annonce bien chaud et on voit bien que la planète pose problème. Et donc c'est comment chacun dans ses responsabilités peut contribuer par ses propres actions microéconomiques ou macroéconomiques à faire que la planète, il n'y a pas de planète B comme on a dit l'autre, et comment contribuer à ça, mais par des approches scientifiques et qui vont beaucoup plus vite dans le domaine du carbone ou des gaz à effet de serre que dans le domaine de l'ESG. On parle de l'approche scientifique, et donc ça veut dire qu'elle va être exécutoire à très brève échéance parce que les régulateurs vont se donner à cœur joie parce qu'ils ont des chiffres à mettre sous les yeux. Voilà, c'était ma quatrième idée, en disant qu'on est au club banque et finance. Et peut-être qu'il faudra le rebrander à un moment donné pour inclure de l'extra-financier, parce que si la finance ne contribue pas à la propreté de la planète, il n'y a pas de planète B, la finance n'existera plus, parce qu'elle sera contrôlée, elle sera régulée, et puis ce sera compliqué de gagner de l'argent. Voilà, donc je prends, si je veux rester numéro un mondial, je prends comme pari, quelque part, une carrière c'est un pari, un département de recherche, c'est sur quoi on veut faire de la recherche, d'être, comme je le suis sur l'allocation d'actifs aujourd'hui, d'être numéro un mondial sur l'extra-financier. Voilà, donc je ne dis pas que j'ai beaucoup moins de connaissances sur l'extra-financier que je peux avoir en finance, mais comme on n'a pas beaucoup de concurrents et les Américains sont complètement derrière nous, parce que l'extra-financier, ils partent très tard, il n'y a pas de plan de réduction des gaz à effet de serre aux États-Unis, ça n'existe pas au plan national, il n'a pas été voté ce plan. Donc nous, Européens, on a des avantages compétitifs qu'on est en train d'exploiter. Voilà, c'était la quatrième idée. J'espère avoir lancé pas mal de débats, vous avez fait part de convictions. Maintenant, the floor is yours, comme on dit. Alors, je propose de commencer par quelques questions sur l'inflation. Est-elle partie pour durer? Selon vous, à quel niveau culminera-t-elle des deux côtés de l'Atlantique? Compte tenu de la forte accélération de l'inflation et du changement radical de la politique monétaire, peut-on éviter une stagflation, voire une récession? Alors, vous voyez qu'on est sur les deux facettes de l'inflation. Les premières questions étaient sur les chiffres et c'est quoi l'inflation. En face, on a stagflation, ça veut dire qu'on s'intéresse à la réaction politique monétaire, parce que les banquiers centraux s'énervent, et que plus on monte les taux, plus ça devient un vent contraire contre la croissance, et donc on parle de réduction de la croissance. La stagflation, c'est un régime d'inflation élevé, mais avec une croissance qui disparaît. Donc on est là dans la nature des questions, avant de répondre sur le fond, sur les chiffres. On est sur les deux facettes de l'inflation et vous voyez que si on prend l'un ou l'autre, on ne traite pas du tout la même chose. Dans un cas, on est comptable de l'inflation et dans l'autre, on est sur les outils de politique économique et comment le prix des actifs va se déplacer. Sur la durée du cycle d'inflation, j'aurais tendance à dire que ce cycle va durer, donc ce n'est pas un épiphénomène. Donc, j'ai été depuis un moment et je reste dans le camp de ceux qui disent que la folie des banquiers centraux depuis un peu plus de 10 ans produit ce cycle d'inflation. Ce n'est pas les matières premières, c'est avant tout le délire d'injection monétaire à coût de milliers de milliards de dollars. Et il y a une règle en économie, si la masse monétaire croît plus vite que le PIB nominal, ben, au bout d'un moment, ça crée de l'inflation. Et c'est ce qui est en train de se passer, même si ça a été long à s'enclencher. Mais je pense que vous connaissez l'expression que l'inflation n'est pas un phénomène linéaire. Vous n'injectez pas 10 milliards de monnaie banque centrale et ça se traduit par 0,1 d'inflation en plus, ce n'est pas linéaire.
Et donc ça, c'est des mécanismes que les économistes ne connaissent pas encore. Ils n'ont pas décrypté qu'est-ce qui fait qu'on monte dans un cycle d'inflation. C'est pour ça qu'ils n'ont pas réussi à le prédire. Et d'autre part, il y a des analogies avec les tubes de dentifrice. Vous appuyez, ça ne sort pas. Et puis après, il y a une partie du tube qui sort sur la brosse à dents. Et ou la bouteille de ketchup. Je pense que vous avez vu, c'est plutôt des enfants qui n'arrivent pas à faire sortir le ketchup de la bouteille dans leur plat de pâtes. Et puis finalement, c'est la moitié de la bouteille qui sort dans le plat de pâtes. C'est exactement pareil. L'inflation, on ne sait pas ce qui la déclenche. Vous voyez, on est passé d'un régime, ça fait 30 ans qu'on n'a pas d'inflation. Là, on a un régime d'inflation qui apparaît, et la science économique est très jeune, elle a commencé en 1850, elle n'est pas capable de prédire l'inflation. Donc, si vous me posez la question où est-ce qu'on plafonne, si les économistes théoriciens, il y a 10 000 économistes à la Fed, il y en a à peu près autant à la BCE, ne savent pas prédire ça, c'est pas moi qui vais le prédire. Moi qui ne suis qu'un pragmatique, ayant fait très très belle école avec vous, c'est pas moi qui vais la prédire. Donc je ne m'engagerai pas parce que personne ne sait le faire. Ce qui est clair, c'est que tant que les dysfonctionnements des marchés de l'énergie resteront présents, et ça c'est très lié à la guerre, on est à la 6e salve de sanctions contre la Russie, et à chaque fois qu'il y a une salve de sanctions, quelque part, chaque fois, le prix du baril passe de 80, 90 à 100, à 110, à 120. Pour l'instant, on est, chaque fois que le prix du baril de pétrole monte de $, eh ben, les économistes courent derrière les prévisions d'inflation. Donc, tant qu'on n'a pas terminé la normalisation du prix du baril, je pense qu'on est en risque de chiffres d'inflation qui vont continuer de monter. Là, je réponds plutôt par les mécanismes qui nous feront dire à un moment donné l'inflation va arrêter de monter. Donc, c'est soit par l'arrêt de l'augmentation du prix des matières premières et notamment du prix des hydrocarbures, c'est pétrole et gaz. Et deuxièmement, et ça c'est un élément nouveau, pour tous ceux qui sont dirigeants des organisations ou des entreprises dans lesquelles ils travaillent, vous n'avez pas eu, je n'ai pas eu à faire face à des demandes d'augmentation de salaire. Ça fait 20 ans qu'on n'a pas affaire à d'augmentation de salaire. C'est un débat politique que je laisserai de côté. Mais il y a du plein emploi en France, il y a du plein emploi partout en Europe quasiment. Mais on n'avait pas eu affaire d'augmentation de salaire. Or là, au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, on a des spirales prix-salaire qui sont enclenchées et qui disent leur nom. Et dans l'évolution politique en Allemagne, ça commence. On commence à avoir des entreprises qui sont en train de lâcher des hausses de salaire pour apaiser d'éventuels conflits sociaux. Et le débat en France, on va voir comment il évolue après l'élection parlementaire, mais c'est possible, probable, certain, je ne sais pas où mettre le curseur, que la spirale prix-salaire, elle est déjà entamée. On ne peut pas laisser les croissances de salaire là où elles étaient depuis 20 ans avec une inflation à 5, même si elle est 2 fois inférieure à l'inflation ailleurs en Europe, pour différentes raisons, et notamment le succès de la politique énergétique, n'empêche que c'est compliqué d'imaginer indéfiniment. Et ça, dans le débat temporaire ou permanent, la spirale prix-salaire qui commence à s'enclencher, ça n'amène pas à une prévision optimiste comme quoi l'inflation, si elle devait avoir bientôt atteint un pic, redescendra sur les niveaux dans lesquels elle était il y a 2-3 ans. Ma conviction, c'est que à terme, à 3 ans, 5 ans, voire 10 ans, le régime d'inflation qu'on va connaître, parce que la spirale prix-salaire est en train de s'enclencher, on sera largement au-dessus sur le régime d'inflation de ce qu'on a été depuis 20 ans. Ça, c'est sur la première partie de la question. Donc, sur les chiffres, vous voyez que je ne donne pas de chiffres volontairement, parce que ceux qui produisent des chiffres n'arrêtent pas de se tromper, et donc ça ne nous aide pas. Donc, ce que je mentionne, c'est qu'on est toujours en risque sur les 2 critères de chiffres d'inflation qui n'ont pas encore atteint leur point. Et c'est pour ça que les banques centrales, dans le chapitre 3, vont continuer à cogner. Donc, c'est désagréable pour la plupart des actifs cotés. En parallèle à ça, l'idée de stagflation, c'est une idée de marché. Stagflation, je ne sais pas dans le dictionnaire économique, si vous demandez
au responsable du pôle d'économie de Neoma, c'est quoi la stagflation, il vous dit, moi, j'ai pas ça dans mes livres, j'ai pas ça, il n'y a aucun chapitre sur ce qu'on appelle la stagflation. C'est un terme qui n'est pas très joli, que tout le monde emploie, moi le premier, et qui est une déformation de la réalité, parce que si on a des régimes d'inflation aujourd'hui partout dans les pays développés et émergents qui disent leur nom, la croissance économique est d'une robustesse incroyable. Aux États-Unis, depuis le début de l'année, chaque mois, on a vu des créations d'emplois entre 400 et 450 000 mensuels. Si vous appelez ça une économie qui tourne par an, on ne parle pas de la même chose. L'économie américaine, elle crée un demi-million d'emplois par mois depuis le début de l'année. Avec 8% d'inflation, ça s'appelle de la surchauffe sur un cours d'économie. C'est une économie qui surchauffe. Et la seule réponse, c'est un resserrement monétaire qui dit son nom, et c'est ce qu'on est en train de vivre. Pour l'instant, on a, comme en Europe, en plus on se tape une guerre en Europe qui est proche de nous, qui provoque des aversions au risque, des augmentations de taux d'épargne un peu partout qui sont phénoménales, parce que tout le monde n'a pas. Et donc, pour ceux qui ont la chance d'avoir des revenus, on va les épargner plutôt que de dépenser tout. Donc, il y a un critère d'aversion au risque supérieur en Europe de ce qu'ils ont aux États-Unis. Mais, dans les deux cas de figure, on a mené une politique de vaccination qui a bien marché. Tout le monde est vacciné. Je pense que dans ce genre d'échange, on est tous à compter le nombre de vaccins et de seringues qu'on a prises pour la plupart d'entre nous. Et donc, ça a permis aux dirigeants politiques d'ouvrir les économies. Et donc, on est dans une phase d'accélération de, je ne sais pas, 70% du PIB dans une économie moderne, ce sont les services. Les services sont en train de se réouvrir. Si vous allez vouloir manger à une terrasse de restaurant, dans votre restaurant, proche de votre entreprise ou organisation, proche de chez vous, un jour où il fait beau mais pas trop chaud, et qu'il ne pleut pas, vous ne trouverez pas de place. Les services sont en train de se réouvrir. Là, j'ai pris un billet d'avion pour aller voir mes grands clients en Italie. Waouh, il n'y avait quasiment plus de place. Tout se réouvre, les services se réouvrent. Donc, vous avez des vents contraires en liaison avec certaines pertes de pouvoir d'achat et l'aversion au risque liée à la guerre, l'épargne de précaution. Mais ça mène à l'idée qu'on vit une stagflation. Les chiffres d'inflation, on sait qu'ils sont là. Et ça mène dans l'imagerie collective. Là, c'est des phénomènes de marché qui sont extraordinaires à exploiter. Moi, je fais beaucoup de ce qu'on appelle du comportemental. D'observer par rapport à l'économie théorique la réalité de l'économie. Et la réalité de l'économie aux États-Unis comme en Europe, le chômage est très bas en France par rapport à ce qu'on a connu depuis 20 ans, il ne monte pas. L'économie, elle est bonne en France. Elle ralentit un peu, mais elle reste très bonne. L'économie européenne est particulièrement robuste et résiliente, on dirait en franglais, par rapport à tous les chocs que cette économie est en train de se prendre. En gros, il y a une baisse du taux d'épargne aussi, qui est très focalisée sur la partie la plus riche de la population. Mais à ce jour, il y a une crainte de stagflation, mais la réalité, c'est qu'on surchauffe. Et la seule réponse possible, c'est un resserrement monétaire. C'est pour ça que mon chapitre 3, j'en reviens, vous me pardonnerez, c'était mon premier point, c'est pas par hasard, c'est bien en numéro 1, c'est qu'on n'est pas en stagflation. Il y a une crainte qu'au-delà d'un certain point de resserrement monétaire, ça va cogner contre la conjoncture. Et oui, à ce moment-là, ce sera peut-être le chapitre 4, on changera et la nature des craintes sera différente. Mais pour l'instant, comme l'économie aux États-Unis, comme dans la plupart des pays européens, est vraiment robuste, par l'ouverture des services post-pandémie, c'est un vent porteur qui contrebalance les effets néfastes du prix des matières premières et d'autres dysfonctionnements d'aversion au risque par la guerre. Donc je suis en révolution contre l'idée de la stagflation parce que ce n'est pas ce qu'on vit pour le moment. La crainte, c'est qu'on y aille demain, mais il faut être réaliste que pour l'instant, on est loin d'une économie qui est proche de la récession. C'est vraiment faux sur les faits. Ça répond aux questions ? Oui. Alors, du coup, on a reçu des questions supplémentaires toujours sur l'inflation. Est-ce que l'inflation en France n'est pas en réalité plus grande? C'est le cap du prix de l'énergie qui fait que l'inflation reste plus faible que dans d'autres pays européens. Est-ce aussi votre avis? Là, ça peut passer par un avis, c'est une réalité. Et donc, la question, donc oui, 3 fois oui. Le contrôle des prix de l'énergie, en gros, les 13 milliards que l'État a demandé à EDF pour
pour plafonner les prix de l'énergie, c'est 13 milliards, hein, le coût pour EDF. C'est une entreprise détenue par l'État à 83%, donc ils font ce qu'ils veulent avec. Et c'est tout le débat qu'on a sur l'utilité ou pas des entreprises publiques. Ils peuvent le faire politiquement parce que ça leur appartient. Mais à partir de là, le vrai débat, il est sur comment vous répondez à l'éventuelle spirale prix-salaire. Si les chiffres d'inflation sont très élevés, on pense à 7 ou 8, les salaires ne peuvent pas rester 1 ou 2. Il y a un écart qui est pas. Donc, si on se dit qu'en Allemagne, ils ont 8% d'inflation, nous, on est à 4,5 ou 5, post-contrôle partiel des prix de l'énergie, ces 3 points-là, a priori, ça va protéger de la spirale prix-salaire en France. Donc, est-ce que c'est l'État qui prend à sa charge une partie de la partie temporaire de l'inflation? On débattait tout à l'heure qu'est-ce qui est temporaire, qu'est-ce qui est permanent. Et si la spirale prix-salaire s'enclenche trop violemment, tout devient permanent. Et là, c'est un dérapage qui peut aller sur un nombre de chiffres. On a déjà connu ça. On a déjà connu des chiffres d'inflation au début des années 80 à 20% en France. Donc, c'est un débat. Au Royaume-Uni, ils sont dans un débat, là. Ils sont très, très Brexit en ce moment, avec un Premier ministre très déstabilisé par ces partis-là. Mais sur le fond, ils ont un débat de savoir s'ils suivent la France ou pas, dans le fait de payer une partie de l'ardoise énergétique que devraient payer les particuliers. Est-ce qu'ils injectent des dépenses fiscales, comme la France le fait, pour apaiser les revenus qui sont ponctionnés des cibles de population les plus modestes, hein, s'ils injectent de l'argent pour apaiser ça, pour éviter que la spirale prix-salaire ne déraille trop fort. Et au Royaume-Uni, c'est un débat beaucoup plus violent qu'en France, parce que leur système de fixation des prix énergétiques n'est pas du tout celui qu'on a en France. Il y a des anticipations, là, si vous me demandez des chiffres, c'est qu'aujourd'hui, ils sont à 9, le régime d'inflation. En fin d'année, on sera entre 12 et 13. Compte tenu sans injection fiscale de l'État pour apaiser ça, ils seront à 12 ou 13. À 12 ou 13, ils ont des salaires qui croissent à 4,5 en Angleterre. Vous êtes certain que ça va monter très fortement. Parce que l'écart est trop grand. C'est intenable pour les entreprises de continuer de donner du 4,5 si l'inflation est à 13. Donc là, le débat qui est posé, il est très lourd sur la nature de la politique économique. C'était mon troisième point tout à l'heure. On est là, non pas sur les chiffres d'inflation, mais la réponse de politique économique. Qu'est-ce qu'on fait de l'inflation quand on est un dirigeant politique ou monétaire? Et là, c'est des choix dont les conséquences, on les jugera dans 5 ans. Au même titre que je mentionnais que certains des choix que la France a pu faire dans son histoire depuis 30 ans s'avèrent être les bons, mais pendant 30 ans, ce n'était pas les bons. Entre le nucléaire et le militaire, on a besoin d'une défense parce qu'on a, sur la partie nord-est de l'Europe, un pays européen qui s'appelle la Russie, qui est très agressif, très très agressif, et qui a des ambitions territoriales qui disent non, non. On a besoin d'une défense, au sens français du terme défense, au moins de se protéger. Ce n'est pas nécessairement une armée d'attaque, mais au moins une armée qui puisse protéger les frontières. Voilà, donc là j'essaie de boucler la boucle sur ces questions, mais en France, il y a une réponse de politique économique qui dit son nom. Dans les débats qu'il y a pu y avoir sur la politique intérieure, c'est exprimé de façon temporaire. Donc, c'est la partie temporaire de l'inflation qui est travaillée par cette réponse de contrôle des prix énergétiques, parce que c'est l'envolée des prix du gaz et du pétrole provoquée par la guerre en Russie. Ça, c'est temporaire. A priori, cette guerre, elle peut s'enliser pendant des années, mais au bout d'un moment, ce sera pressé dans les prix de l'énergie. J'espère que ça répond à la question, mais elle est bien posée, la question, au sens où elle ouvre la porte à vos développements, comme au mien, c'est du bon sens, sur est-ce que la réaction de politique économique est la bonne? Est-ce qu'on laisse faire et se faire grignoter les salaires par l'inflation, ou est-ce que l'État a comme responsabilité, si c'est temporaire, d'apaiser ces douleurs? Le choix de la France est différent du choix de l'Allemagne là-dessus. Oui. Alors, sur la politique monétaire, on a d'autres questions. Quel est le risque pour l'euro si la BCE remonte les taux compte tenu du surendettement des États membres et surtout de la France qui risque la cessation de paiement si les taux sont trop hauts? On parle de 3 mois de répit. Il y a 3 éléments de réponse. Le premier, si la BCE remonte ses taux pour des quantités qui ne sont plus marginales, ce n'est pas un risque sur l'euro, ça va soutenir l'euro.
La valeur, donc on a des outils, des modèles. La valeur objective de l'euro, c'est contre le dollar, c'est 1,40. Si vous mettiez les actifs sont en déséquilibre en permanence, c'est ce qui crée de la volatilité dans les marchés. Donc la valeur objective, en franglais on dirait la fair value, la valeur objective modélisée de l'euro-dollar, c'est 1,40. Donc quand vous êtes à 1,05, l'euro n'est pas peu cher ou le dollar est pas cher, l'euro est bradé comme le dollar est surévalué sur des quantités qu'on a rarement connues dans l'histoire économique. Sur les taux de change, cette histoire n'est pas très longue parce qu'elle date du 15 août 71 quand on a arrêté le système de change qui était fondé sur l'or. Mais depuis 71, on n'a jamais connu un dollar aussi cher ou un euro aussi bradé, si on prend comme historique le Deutsche Mark. Donc, si la BCE monte ses taux, ça va apporter un supplément de rémunération à l'euro. Si je comprends les mécanismes de fonctionnement de formation des taux de change, c'est plutôt haussier sur l'euro que baissier, toutes choses étant égales par ailleurs. Ensuite, vous mentionniez que la France est endettée, c'est indéniable, 120% de dette sur PIB, c'est beaucoup trop. Mais en étant conseiller de l'État français, en étant conseiller du Trésor français, en étant conseiller de l'AFT, l'Agence France Trésor, qui a comme mission de gérer le passif de la France. Donc, il y a 2400 milliards d'euros de dette en France. Et il y a des gens extrêmement bien formés, très talentueux, qui gèrent la dette de la France. Ils ont eu la bonne idée, depuis qu'on a des taux négatifs, ça date de 2015-2016, d'aller restructurer la dette de la France, d'allonger la maturité de la dette. Donc, quand il y avait des remboursements de dette court terme, ils ont fait des émissions très longues, très très longues. Et donc, la maturité moyenne de la dette de la France a très fortement monté quand celle de l'Allemagne. Ils étaient, avant la crise ukrainienne, dans des considérations, ils avaient un excédent budgétaire qui remboursait bon an, mal an leur dette tous les ans. Et donc, la dette n'était plus un problème. Donc, la France, depuis 15 ans, a très fortement allongé la maturité de sa dette. Donc, il y a très peu de dettes court terme et beaucoup de dettes à long terme. Donc, la France est beaucoup moins sensible que bien des pays qui sont endettés. Tous les pays européens sont endettés. Mais la France a une maturité moyenne de sa dette qui est très, très élevée. Comme le Royaume-Uni, l'Italie a fait pareil. Donc là, je vais opposer à l'idée que la France est à la veille d'une faillite généralisée. La France n'est pas endettée, mais la France n'a pas de problème de paiement à ce jour. Et n'en aura pas rapidement. Troisièmement, ce qu'on appelle la fragmentation à l'intérieur de la zone euro, où le resserrement de politique monétaire à Francfort, par Christine Lagarde et son board, pose des problèmes beaucoup plus graves aux pays dits périphériques par rapport au corps. Le corps, c'est l'Allemagne, la France, des pays qui ont des politiques économiques solides, tous endettés, mais ont des caractéristiques financières bien solides. La France a un taux d'épargne de l'ordre de 14% du revenu disponible, c'est un des taux d'épargne les plus forts du monde. La France est endettée, la France paye sa dette, mais l'épargne française alimente ça. Parce que nous, Français, on est des petites fourmis qui avons peur de l'avenir et donc on épargne beaucoup. Dans un pays qui n'a pas d'épargne, c'est embêtant d'avoir de la dette. Dans un pays qui a de l'épargne, c'est moins grave. Parce qu'il y a des gens qui achètent cette dette comme vous et nous. Et l'Italie, donc les pays périphériques, ce qu'on appelle la fragmentation, ont beaucoup moins de capacité à encaisser des hausses de taux. Et donc, c'est ce qu'on a vu sur les derniers mois où les spreads sur les marchés obligataires d'État se sont constitués avec sur les derniers jours des mouvements de panique sur la dette italienne. Et là, c'était des mécanismes qu'on a déjà connus. De nouveau, il y a beaucoup de choses qui sont connues dans ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Quand la Banque centrale européenne assouplit sa politique monétaire, ça provoque une compression des spreads à l'intérieur des marchés obligataires entre les périphériques et les corps euros, entre l'Italie et l'Allemagne, l'Italie et la France. Quand la BCE resserre sa politique monétaire et monte ses taux d'intérêt, ça provoque un écartement des spreads. Donc ça, c'était couru d'avance. Dans nos allocations d'actifs, en novembre dernier, on est passé à zéro pondération
sur les marchés obligataires périphériques, comme l'Italie par exemple. On est resté sur le corps euro que sont la France et l'Allemagne. Donc, on s'était protégé de l'écartement des spreads. Et donc maintenant, c'est aux dirigeants de la Banque centrale européenne. Ils ont ouvert le débat aujourd'hui officiellement dans leurs annonces de savoir comment ils vont protéger sur ce risque de fragmentation de la zone euro entre les pays périphériques qui ont moins de capacité d'encaisser des hausses de taux par rapport aux autres. Mais le débat, il n'est pas entre la France et l'Allemagne, le débat est entre les périphériques et le corps euro, et dans lequel il y a la France. La France a une politique exceptionnelle de gestion de sa dette. Je mets un E majuscule sur l'exceptionnel. La France est comment dire, c'est pas pour ça qu'elle n'est pas endettée, de nouveau, mais dans la gestion de la dette, une entreprise peut être très endettée, mais de ne pas être en risque de non-remboursement de la dette. C'est ça que j'essaie d'exprimer. Par la qualité de la gestion de la dette. Merci. Alors, on a quelques questions sur l'allocation d'actifs, alors notamment US. Beaucoup de fonds de pension de LATAM et grands épargnants de long terme sont investis dans la S&P 500. Qu'en pensez-vous? Et une autre question, la fête est-elle bel et bien finie pour les valeurs technologiques US cotées en bourse? Alors, là, on est sur les marchés d'actions, si j'entends bien. Oui. On a connu une configuration depuis 2010 dans laquelle le dollar tous les ans montait, dans lequel le S&P 500, donc l'indice représentatif des actions américaines, ne cessait de monter. Et donc le cumul des deux était agréable pour tout le monde. Si vous étiez américain, fonds de pension américain, dès que vous sortiez de chez vous, c'était compliqué parce que vous perdiez sur la monnaie. Si vous achetez l'euro, il n'a pas été baissé. Vous achetez le sterling, c'était encore pire avec le Brexit. Le yen s'est effondré, etc. Donc, c'était une décennie dans laquelle il fallait être aux États-Unis et partir en vacances. Et pas bouger en allocation d'actifs. Il fallait avoir des actions américaines en dollars. Et des actions de technologie, parce qu'on était dans une période où les taux sont restés très bas. Et la digitalisation de l'économie, la progression du digital, qui est historique, ça fait 40 ans que ça dure, s'est accélérée avec la pandémie. Donc, aujourd'hui, les actions américaines, ça représente 70%, plus des 2/3, de la capitalisation boursière des actions mondiales. À force de monter avec tous les grands champions qu'ils ont là-bas, les Tesla et autres valeurs de technologie, 70% des actions mondiales sont aux États-Unis. Donc c'est quelque part incontournable, mais oui, la fête est finie, parce que l'économie américaine, elle va ralentir, et donc ça, c'est nécessaire diversification. Je pense que vous avez dû travailler dans vos cours la frontière efficiente, la notion de volatilité, les notions de diversification qu'on va capter en mathématiques par les jeux des matrices de variance-covariance et les jeux de corrélation. Aujourd'hui, les grands portefeuilles internationaux sont très concentrés aux États-Unis et notamment sur les valeurs technologiques américaines. Donc, à partir du moment où il y a un mouvement de défiance, ce qui a le plus monté et ce qui est le plus cher baisse le plus. C'est ce qu'on est en train de vivre. Et donc, les actions américaines ne font pas mieux que les actions européennes. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas connu ça. Et les valeurs techno qui ont des valorisations très généreuses tombent plus que les autres. Il y a dans la théorie économique, là, on applique des choses qui sont bien connues. Dans une phase où les taux d'intérêt montent, les valeurs à gros PE, qui valent les plus chers, baissent plus que les valeurs à petit PE. Donc, dans nos stratégies d'investissement, ça c'est l'idée du growth to value, on va aller creuser un petit peu plus qu'auparavant, ce qui n'est pas cher, pour autant que ce ne soit pas à la veille d'une faillite. Donc ça, c'est des scoring, c'est des filtres qu'on va appliquer qui sont purement quantitatifs pour aller chatouiller, sortir un petit peu de cette décennie qui était uniforme, unidirectionnelle sur les grandes valeurs de technologie. Pour vous dire, le Nasdaq est revenu en prix sur l'indice là où il était fin 2019. Donc on a effacé l'idée qui était fausse que finalement, avec les confinements, on n'arrêterait pas de consommer du Netflix et que plus jamais on irait partager quelques moments privilégiés avec qui on voudra en terrasse d'un restaurant. Ben, c'est faux.
Parce qu'aujourd'hui, sur le dernier trimestre, c'est 700 000 abonnés à Netflix qui ont rendu leur abonnement pour aller manger sur des terrasses de café, ou alors parce qu'ils ont perdu leur emploi et qu'ils n'ont plus le droit de le faire. Les prix de Netflix, ils ont doublé depuis le début de la pandémie. Si vous êtes acheteur de ce service, c'est un prix qui peut-être que commencer à dépasser la vraie valeur de la content qui distribue. Donc là-dessus, il y a, moi j'estime que la correction du Nasdaq, on l'a pas vue. On n'a fait que corriger l'excès d'optimisme en disant qu'on ne fait plus que du digital et que la vie de nous tous, puisqu'on avait commencé à tous les soirs faire du Netflix pendant la pandémie ou les différents confinements, et donc que ça continuerait comme ça, la réponse est évidemment non, puisque parmi les vecteurs nouveaux, j'évoquais tout à l'heure, grâce à la vaccination, seule la vaccination permet ça, la réouverture des services. Et les services, c'est nous, on peut recommencer à voyager, on peut recommencer à sortir, on peut recommencer au restaurant, et si on va au restaurant et qu'on voyage, on ne regarde pas Netflix. Pour donner cet exemple, hein. Et c'est ça les grandes valeurs des technologies. Il faut faire attention. Voilà, donc sur ces critères-là, le S&P, il est toujours 10% au-dessus de son niveau de fin 2019. Et le Nasdaq, il est au sein niveau de... Donc on a effacé la période de pandémie, mais c'est tout ce qu'on a fait. Vous prenez depuis 2015 le Nasdaq, on est encore à des niveaux stratosphériques. On est encore à des niveaux stratosphériques. C'est pas pour ça que ce ne sont pas des belles entreprises, c'est pas pour ça qu'elles n'ont pas des belles stratégies, c'est pas pour ça que leurs profits sont pas élevés, mais on sort d'une période où, quand ils présentaient des résultats trimestriels, c'était parfois le double de ce qui était attendu, avec des dizaines, si ce n'est pas plus de 100 milliards de profits annoncés tous les ans, donc c'était des sommes, il y avait tellement de zéros qu'on avait du mal à calculer. Et c'est une fête qui est un peu derrière nous, tout ça. Et exprimer différemment, dernière partie de la réponse, vous avez connu, on est globaux dans notre approche, moi j'ai une partie de mes équipes en Chine, à Hong Kong, entre Hong Kong et Shanghai. On a connu depuis 18 mois un énorme mouvement de régulation de la tech chinoise. Il y a deux grands pays face à face, l'Europe est un nain en matière de technologie malheureusement, il y a deux grands pays face à face dans les nouvelles technologies de demain que sont la Chine et les États-Unis. Et la Chine, c'est pour des raisons de ce qu'ils appellent la prospérité commune, donc d'un régime communiste qui dit son nom, a régulé toutes les grandes valeurs des technologies pour les empêcher d'aller vers ce qu'on appelle des monopoles ou des oligopoles trop marqués. Toutes les grandes valeurs américaines sont en monopole ou en oligopole. Vous voyez les procès que se prennent des Meta, Facebook ou des Apple sur l'Apple Store en disant vous abusez de votre position dominante pour manger les marges de vos fournisseurs. Donc les Américains observent ces positions dominantes pour l'instant sans bouger, alors que les Chinois ont bougé et ils ont passé tout un tas de régulations qui viennent empêcher ces situations oligopolistiques ou monopolistiques qui provoquent des surprofits. Le principe d'un monopole, c'est qu'on a un pouvoir de prix, de fixation des prix de vente infini, juste infini. Et c'est ce qui se passe sur ces grands groupes. Donc, le plus grand des dangers, c'est un danger qui s'est concrétisé sur la tech chinoise, qui était extraordinairement puissante en matière d'innovation technologique, mais qui s'est fait réguler sur la partie monopolistique ou oligopolistique. Donc, c'est des cours qui ont divisé par 2, par 3, par 4 sur les 18 derniers mois. Et s'il y a une personne que je vous conseillerais de suivre de beaucoup plus près, en tout cas, moi, je suis abonné à tout ce qu'elle fait, c'est Lina Khan, Lina, plus loin Khan, qui est une jeune femme qui atteint les plus hauts sommets de la hiérarchie de la direction des États-Unis, qui est une avocate, qui a fait sa thèse, et elle s'est rendue célèbre pour ça, elle avait 26 ou 27 ans, sur pourquoi et comment il fallait démanteler Amazon, parce qu'ils étaient en position monopolistique sur tout ce qu'ils faisaient. Il se trouve que cette jeune femme, le président Biden l'a fait rentrer comme membre participant de la FTC, qui est la Federal Trade Commission, qui est le corps anticoncurrentiel américain. Et il vient de la nommer présidente, il y a 6 mois. Donc cette dame, qui est très à gauche, au sens économique du terme, je ne prends pas position politique, qui gère l'antitrust américain. C'est cet antitrust-là qui avait démantelé les Rockefeller en d'autres temps, qui étaient les Rockefeller, c'est l'Apple d'aujourd'hui, c'est le Tesla d'aujourd'hui.
C'est l'Amazon d'aujourd'hui, c'est le Netflix d'aujourd'hui, les Rockefeller en leur temps. Et ce même corps, qui est dirigé par une femme extrêmement talentueuse, à la fois une femme et très talentueuse, c'est une cogneuse. C'est une cogneuse et elle est en train de bâtir tout l'arsenal juridique pour aller cogner. Donc il faut la suivre parce qu'elle vient de faire des déclarations en disant on ne peut pas laisser faire ce que fait le private equity plus longtemps. Elle est en train de faire des déclarations, elle a des armées de juristes à ses côtés pour bâtir des lois qui vont amener à un moment ou à un autre des régulations contre les tech américaines, non pas pour empêcher l'innovation, mais pour contenir les aspects oligopolistiques, monopolistiques d'un Apple Store. Ce jour-là, on ne parlera pas de 10 ou 20 ou 30% de baisse, on parlera de 90% de baisse. Si ça devait arriver, le contrôle des risques dans toute prévision est aussi important que de rêver d'entreprises qui sont merveilleusement gérées. J'ai plein de produits Apple autour de moi, donc je n'ai rien à dire. J'utilise mon iPad pour faire ce Zoom, donc ce n'est pas moi qui vais dire que ça ne marche pas, au contraire. Mais je partagerai, je pense, l'idée que c'est des valeurs qui ne sont pas données en bourse. À un moment, Apple, ça valait, je m'arrêterai là ensuite sur la réponse, ça valait 3 000 milliards de dollars, c'est-à-dire le PIB de l'Allemagne. Est-ce que de façon réaliste, une entreprise peut valoir autant qu'un pays comme l'Allemagne, qui est un pays du G30, troisième puissance économique mondiale? Ça n'a pas tenu longtemps d'ailleurs. La France, c'est un peu plus de 2 000 milliards de PIB. Est-ce qu'une entreprise peut valoir plus que l'État de la France, même si cet État est endetté? Voilà, donc si vous aviez, pour l'instant, on est en train de corriger, et pour moi, la correction, elle n'est pas allée encore très loin, compte tenu des parcours qu'on a connus. Là, je faisais des références entre pré-pandémie et aujourd'hui. Et le vrai enjeu sur les techs américaines, c'est est-ce qu'il peut leur arriver ce qui est arrivé aux techs chinoises? Et là, on ne parle plus de 10, 20 ou 30, on parle de 80 ou 90% de baisse. J'espère que ça répond à la question. On ne se voit pas tous les jours. Hein. Nathalie disait que la première fois, c'était il y a 16 mois, donc j'essaie de vous apporter des réflexions et des convictions très longues qui vous permettent, j'espère, d'ajuster tout ce que vous faites. Mais l'INACAM est un des acteurs aux États-Unis qui va devenir les plus importants dans la période qui s'ouvre devant. L'antitrust américain est en train d'être activé en ce moment, d'un Biden qui est très affaibli, sauf là-dessus. Merci. Alors, je vous propose de prendre une dernière question de Gauthier. Alors, ne pensez-vous pas que l'inflation est tirée par des goulots d'étranglement et qu'une fois les problèmes logistiques mis de côté, un régime désinflationniste reprendra en Europe, puisque l'inflation est importée contrairement aux USA? Deuxièmement, la majorité des acteurs étant couverts, la complaisance des marchés n'étant pas au rendez-vous comme en 2020, avec une volatilité restant élevée, la probabilité de revoir un sell-off n'est-elle pas extrêmement faible? Et enfin, pensez-vous qu'un choc externe puisse être amené par une faillite de fonds crypto? Sur la troisième partie, les cryptos, c'est déjà en cours. Et donc là, ça, c'est un élément nouveau par rapport à qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui n'est pas. L'inflation, c'est pas nouveau. C'est nouveau parce que dans les marchés, on ne l'a pas connu depuis 30 ans, mais c'est des phénomènes connus qui sont bien étudiés, avec les deux facettes que j'évoquais, sur les data et sur les réactions politiques économiques. Et les deux ont une influence sur comment on regarde le monde. Mais les cryptos, c'est nouveau. Ça fait, pour être honnête, moi j'ai eu beaucoup de pression pour introduire des cryptos dans mon allocation d'actifs que je vends partout dans le monde, fonds souverains, fonds de pension, gérants SICAV et autres, sur les trends. Mon allocation, elle a zéro crypto pour l'instant parce que j'y comprenais rien. Il y a une des phrases de quelqu'un que j'aime beaucoup qui est Warren Buffett. Accessoirement, c'est un milliardaire, donc à base de philosophie d'investissement, et dans ses principes, il a ce que je ne comprends pas, je n'achète pas. Donc j'ai une partie de mes recherches sur les crypto-monnaies, notamment les CBDA, donc les Central Bank Digital Currency, donc les cryptos qui vont être émises par les banques centrales. La Chine vient d'en traîner une, donc là on fait des recherches sur la vraie valeur d'une crypto émise par une banque centrale. Mais ce qu'on est en train de vivre en ce moment dans les cryptos, c'est un mouvement de nettoyage intense, où il y a plein de cryptos qui vont disparaître, il y a des bourses d'échange des cryptos qui vont disparaître, et il y en a quelques-uns qui sortiront gagnants, et cela, ça va être sympa de les ramasser. C'est mon regard sur les cryptos en ce moment.
sans être un expert du tout. Je n'ai pas d'allocation dessus. Je ne regrette pas d'ailleurs parce que ça nous a évité de perdre beaucoup d'argent. Mais en ce moment, c'est un grand nettoyage sur un actif que personne ne sait à ce jour vraiment évaluer. D'un point de vue carbone, vous savez comme moi que de produire, d'aller to mine crypto, c'est quelque chose de très, 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 très sale, parce que ça nécessite des investissements informatiques qui sont très lourds et les ordinateurs, ça chauffe et ça consomme de l'électricité. Donc, dans l'univers, si on dit qu'une crypto est une matière première, comme d'autres matières premières, c'est une des plus carbonées. On produit beaucoup, beaucoup de carbone pour émettre un bitcoin. Ça, c'est beaucoup plus que pour la plupart des autres matières premières. C'est pas un peu, c'est beaucoup plus. Et ça, c'est la technologie peut être sale de ce point de vue-là. Parce qu'il faut de l'électricité, et pour faire tourner beaucoup d'ordinateurs, ça chauffe. Et donc, il faut utiliser de l'électricité pour refroidir. Donc, c'est pas ma tasse de thé des cryptos. Exprimé différemment, si on est passé de 3 000 à 1 000 milliards de dollars de capi, il y a 2 000 milliards qui sont partis en fumée là. Donc, la question n'est pas venue, elle vient tout à la fin, parce qu'il faudra que j'y aille aussi. Mais il y a des dommages qu'on ne maîtrise pas pour l'instant là-dessus. Où sont les perdants? Ils sont très diffus, tout le monde en a quelque part. Mais c'est un dommage, il y a 2 000 milliards qui sont partis en fumée dans les cryptos. Sur les chaînes de valeur ajoutée, ça fait partie dans ce qu'on appelle la scission entre l'inflation temporaire et l'inflation permanente. Ben oui, c'est la partie temporaire. Au bout d'un moment, on a besoin de la réouverture de l'Asie, donc de la vaccination de l'Asie. Et l'Asie, émergente notamment, la Chine, est très très en retard sur le monde occidental, mais il progresse. Donc dans l'objectif 2023, je pense qu'on entendra moins parler de confinement en Chine et on entendra beaucoup plus parler de taux de vaccination et de réouverture du pays et donc d'apaisement de la partie de l'inflation due aux ruptures de chaînes de valeur ajoutée. Donc là, vous avez tout à fait raison. Donc ça apaisera une partie, mais si la guerre continue en Ukraine, le pétrole, il ne baissera peut-être pas là-dessus. C'est d'autres produits. Et la troisième question, je n'ai pas le temps de la noter, c'était ma deuxième. Alors, je me remets dessus. C'est la deuxième question, je crois. La majorité des acteurs étant couverts, avec une volatilité restant élevée, la probabilité de revoir un sell-off est-elle extrêmement faible? Alors, quand vous dites la majorité des acteurs étant couverts, on a un suivi comportemental des grands acteurs du monde de la gestion d'actifs, donc des positions. On a des données hebdomadaires, donc qui sont mark-to-market, donc très actualisées. Parfois, on a des données qui ont un an de retard. La dernière data que j'ai vue, c'est que sur les marchés d'actions, le S&P, les couvertures sont positives, c'est-à-dire que l'exposition au marché d'actions est un peu longue. Donc, les données me contredisent ce que je viens d'entendre, c'est que tous les acteurs sont couverts. En moyenne, les acteurs ne sont pas couverts, mais sont plutôt un peu nettement d'actions. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas cru à la lessive. Et en général, quand on dérouille comme ça panique derrière. Faites-moi confiance sur les gens que j'ai face à moi dans le monde de la gestion institutionnelle. Là, c'est des gros dommages sur la gestion d'actifs. Mais à ce jour, je ne vois pas si l'ambiance n'est pas bonne, je ne vois pas de ce qu'on appelle la capitulation. Il n'y a aucun indicateur de capitulation dans les marchés aujourd'hui. Le régime de volatilité autour de 30% n'est pas un régime d'exception. Un régime d'exception, c'est 50 ou 80 sur un régime de volatilité courte, mais il n'y a aucun indicateur qui montre qu'on est au cœur d'une crise aiguë, comme on l'était par exemple au premier chapitre, fin premier trimestre 2020. Donc les outils qu'on a, qui sont publics, ne démontrent pas que ça capitule de partout. Pas encore. Parfait. Je vous propose d'en rester là vu l'heure. Désolée pour les personnes qui avaient posé des questions auxquelles on n'aura pas eu le temps de répondre ce soir. Et je remercie tous nos participants. Je vous remercie encore une fois, Alain, pour votre temps. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à vous tous. Merci.